Tellucidar, tome 1, de Jean-Luc Marcastel, lu par l'auteur. Prologue. Je m'appelle Franck Alérac et je suis un homme mort. C'est un peu direct comme entrée en matière, mais j'aime bien les formules percutantes. Une déformation professionnelle, sûrement. Et mon temps est compté. Je suis journaliste. Oh, ne vous emballez pas. Rien de sensationnel. Pas de ceux qui écrivent la une des magazines et interviewent les stars. Non, moi, c'est plutôt le genre à hanter les musées, les sites de fouilles, les instituts de recherche, les bibliothèques, à passer des heures à taper sur mon clavier. Je suis journaliste scientifique, spécialisé dans tout ce qui touche à la géologie, la paléontologie. Les cailloux, comme disait mon ex-copine, qui me reprochait de leur accorder plus d'importance qu'à elle. J'ai écrit pas mal d'articles dans des journaux scientifiques très reconnus, grand public ou plus pointus, ainsi que d'autres, plus généralistes. Dès qu'il y a un papier à pondre sur la découverte de nouveaux fossiles, sur un volcan qui entre en éruption, c'est moi qu'on appelle. Seulement, qui connaît le nom des journalistes scientifiques? Citez-moi en moins. Vous voyez, vous ne pouvez pas. Les lecteurs se foutent de savoir qui a écrit l'article, du moment qu'il est bon. Ah si, j'ai eu mon heure de gloire, il n'y a pas si longtemps, quand j'ai publié dans un grand quotidien un papier sur un incident qui a frappé un site d'extraction de la Telcorp INSEE, l'entreprise qui vient de supplanter Total dans la course énergétique, celle qui est en train de révolutionner le monde avec les nouvelles technologies qu'elle développe grâce au tellurium, le minerai qu'elle a découvert dans les profondeurs terrestres. Il y a encore 10 ans, personne n'avait entendu parler de la Telcorp et du tellurium. Maintenant, on ne jure que par eux. Le pétrole, le nucléaire, c'est du passé. Le futur est au tellurium. Il les remplace tous. Économiques, non polluants, ouvrant des champs d'utilisation extraordinaires, que ce soit dans la robotique, les transports, les supraconducteurs. Fini la crise de l'énergie. Une nouvelle ère de prospérité s'offre à nous. La Telcorp est en train de changer le monde. L'énergie pour tous, c'est leur slogan. Même le dernier des Bushmen, au fin fond de sa brousse, peut maintenant avoir son frigo impact écologique zéro pour mettre sa viande de gnou au frais. La Telcorp travaille pour un monde plus propre, un monde meilleur. C'est peut-être vrai. Mais elle engrange aussi des bénéfices encore jamais vus. À côté, même Microsoft fait figure de petit joueur. Plus de pollution, plus de déchets nucléaires. À en croire les médias, la Telcorp va apporter une nouvelle ère de progrès et de prospérité dans un monde propre. Mais il y a un an de ça, presque jour pour jour, un incident s'est produit dans un des sites d'extraction de la Telcorp, en France, en Auvergne pour être précis. Une remontée de magma où jamais il n'y en avait eu. Pas très loin de la petite ville de Vic-sur-Cère, et qui aurait causé plusieurs morts. Comme je suis Monsieur Volcan dans la profession, quand je ne suis pas Monsieur Dinosaure, un important quotidien qui ne mâche pas ses mots et possède une réputation d'irréductible, désireux de tirer ça au clair, m'a envoyé sur place. Je suis allé sur le site, mais j'y ai été très mal accueilli. J'ai cru qu'on allait me passer à tabac quand j'ai insisté pour entrer. Le chef de la sécurité, un grand blond, coupe en brosse, regard en acier dans le style machine de guerre, ne m'aurait pas étonné que ce soit un ancien militaire, et pas le genre à pantoufler dans une caserne, m'a même menacé. Comme je ne pouvais pas visiter le complexe, j'ai traîné aux alentours, posé des questions, appris 2 ou 3 trucs un peu bizarres. On a évoqué un incident avec un engin de la Telcorp. Une de leurs foreuses expérimentales aurait fait éruption en ville, juste avant la fameuse affaire du magma. Des voleurs, des terroristes auraient tué le précédent directeur. Mais chaque fois que je demandais des détails, personne ne mouftait.
Au bout de 2 jours, j'ai compris que j'étais indésirable et qu'on me surveillait. Je ne suis pas un trouillard, mais pas un héros non plus. Je n'allais pas risquer des ennuis pour un cachet de misère. Alors j'ai pris mes clics et mes claques et je suis retourné à Paris. Une fois rentré, j'ai écrit mon article en soulignant, bien sûr, le manque de coopération de la Telcorp et l'omerta que j'avais constatée dans la ville et aux alentours. Et comme j'étais bien remonté, j'ai insisté sur l'impact prétendument zéro de l'extraction du tellurium. Je pensais qu'on censurerait mon papier, mais mon rédac-chef, un vieux de la vieille, révolutionnaire et anticapitaliste dans l'âme, l'a adoré et l'a publié tel quel. Ah ça, ils n'ont pas aimé à la Telcorp. Ils se sont déchaînés. Mais le journal avait l'air insolide, l'habitude des procès et de bons avocats. Ils ont tenu. J'étais fier de moi. J'avais eu mon heure de gloire. Même si, depuis, il fallait bien avouer que c'était les vaches maigres. Si j'osais, je dirais qu'on avait fait pression sur mes commanditaires habituels. Bref, plus personne ne semblait avoir besoin de moi. Enfin, pas tout à fait personne. Il y a 6 mois, je me rappelle, c'était un lundi. Il faisait gris ce jour-là. Je rentrais des courses avec mon sac sur le point de craquer dans mes bras, quand j'ai trouvé un paquet dans ma boîte aux lettres. Un paquet tout simple, genre Kraft, soigneusement fermé, avec une ficelle autour, bien serrée. Il n'était pas très grand, mais pesait son poids. Par habitude, j'ai regardé le timbre et le cachet du bureau de poste. Paris. Rien d'exotique. Vous vous demandez sûrement pourquoi je ne me montrais pas plus méfiant. Après tout, ça aurait pu être n'importe quoi. Une bombe, une de ces enveloppes piégées à l'anthrax dont on nous a rebattu les oreilles lors de la paranoïa antiterroriste. Il faut que vous compreniez que, pour mes articles, je recevais beaucoup d'échantillons de roches ou de minerais. Je dois avouer aussi que, dans la situation où j'étais, boudé par mes commanditaires habituels, j'espérais surtout que ce soit du boulot. C'en était. Mais jamais je n'aurais pu imaginer de quelle sorte. En rentrant chez moi, j'ai posé le paquet sur le meuble du couloir. Puis je suis allé ranger mes courses. Je me suis fait à manger. Enfin, entendez par là que je me suis fait réchauffer au micro-ondes, une de ces préparations non pompeux qui ne tiennent jamais leurs promesses. J'ai lu un article dans un journal scientifique, je le recevais encore à ce moment-là, où un de mes collègues s'extasiait des derniers progrès de la robotique qui avaient permis l'utilisation du tellurium. On y montrait les nouveaux prototypes d'exosquelettes civils ou militaires, et même 1 ou 2 robots parfaitement fonctionnels que les armées américaines et chinoises allaient déployer dans les mois à venir. Grâce à la Telcorp, affirmait mon confrère décidément enthousiaste, la réalité rejoint la fiction. J'ai failli balancer le journal à l'autre bout de la pièce. J'ai continué quand j'ai découvert l'article traitant de la secousse sismique qui avait frappé Aix-en-Provence 2 semaines plus tôt et qu'on avait ressenti jusqu'à Paris. Je me rappelais très bien, cette nuit-là, des bibelots étaient tombés de mes étagères. Les dégâts à Aix, sans être vraiment catastrophiques, avaient été assez importants. Ce n'était pas le premier événement de ce genre. Un peu partout dans le monde, on relevait depuis quelque temps un accroissement de l'activité terrestre. Volcans, tremblements de terre, tsunamis se multipliaient à un rythme alarmant. Même au cœur des volcans d'Auvergne, des sismographes avaient capté des frémissements. Pas de quoi s'inquiéter outre mesure, mais tout de même. L'article s'achevait par un trait d'humour douteux. Notre terre, comme une grosse bête assoupie, est-elle en train de se secouer les puces? Ça m'a mis en rogne. C'est moi qui aurais dû écrire cet article. Pas ce besogneux qui essayait de masquer son indigence par des traits d'humour poussifs. Bref, j'avais presque oublié le paquet. Ce n'est qu'en me levant pour sortir et me rendre à un rendez-vous que mes yeux sont tombés dessus. J'ai hésité. C'était un rendez-vous important. Enfin, important parce qu'il pouvait peut-être déboucher sur un contrat. Mais j'avais un peu de temps devant moi et rien de précis à faire alors. J'ai attrapé le paquet, des ciseaux, je suis retourné à la cuisine. J'ai coupé la ficelle, puis le scotch d'emballage, et j'ai déplié le papier Kraft. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien ouvrir des paquets. Il y a toujours un instant magique,
On redevient, l'espace de quelques secondes, le gamin qui déballe ses cadeaux devant le sapin. Si j'avais su à ce moment-là tout ce que je sais maintenant, et ce qui allait en découler pour moi, pour vous, pour le monde entier, mais je grille les étapes. Passé la première couche de craft, c'est sur une lettre que je suis tombé, rédigée sur un morceau de papier quelconque. C'est l'écriture qui a d'abord retenu mon attention. Précise, appliquée. Elle avait quelque chose de scolaire. Pas celle de gamin, non, mais on y sentait encore la marque du collège ou du lycée. Je me trompais peut-être, mais j'étais sûr que l'auteur de ce mot n'avait pas plus de 20 ans. En fait de lettres, il s'agissait plutôt d'un court billet, libellé en ces termes. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous au café Le Bougna, rue Mouffetard, mercredi 11 avril à 20 heures. Venez seul. Asseyez-vous, commandez une boisson, je vous contacterai. Encore un dingue. Voilà ce que j'ai pensé tout de suite. Et je vous jure que j'ai failli balancer le paquet et son mystérieux contenu sans l'ouvrir. Je l'avais dans la main, mon pied sur la pédale de la poubelle et le couvercle béant. Mais je ne l'ai pas fait. Un journaliste, c'est pire qu'un chat. Même quand ça sent venir l'embrouille à 100 km, ça peut pas s'empêcher de gratter. Celui qui m'avait envoyé ce mot-là le savait. J'ai relevé mon pied, je suis retourné à ma table, j'ai repris mes ciseaux, une grande inspiration, et j'ai ouvert. L'instant d'après, j'avais complètement oublié mon rendez-vous. Car là, devant moi, dans cet écrin de craft froissé, reposaient 3 objets. Le premier, je le reconnus tout de suite, à son éclat iridescent. C'était un morceau de tellurium. Il n'était pas énorme, de la taille d'une grosse noix, mais il suffisait pour éclabousser la pièce de sa lumière moirée. En approchant ma main, j'ai cru sentir une curieuse pulsation, comme une force exercée contre ma peau. Quand je refermai mes doigts dessus, je le sentis non pas froid, comme aurait dû l'être un minerai, mais étrangement tiède. C'était bien du tellurium. La sensation, le toucher, la lumière, on ne pouvait le confondre avec aucune autre roche. Mais comment était-ce possible? Je savais, pour m'être penché sur la question, qu'un tel morceau devait coûter une fortune, et qu'il ne pouvait provenir que de la Telcorp, car elle conservait un monopole jaloux sur le tellurium à l'état brut. Un fragment de la taille d'un grain de sable était déjà capable d'alimenter une automobile électrique en énergie pendant plus de 10 ans, et se négocier des sommes exorbitantes. Alors celui-là, qui pouvait posséder assez de ce minerai hors de prix pour se permettre de m'en céder un tel morceau? Et pourquoi? C'était dingue. J'en avais presque oublié les 2 autres objets, mais quand mes yeux les découvrirent, la plupart des gens, à ma place, auraient seulement haussé les épaules ou auraient cru à une farce. Mais rappelez-vous que mon domaine, c'est justement les minéraux et les fossiles. Et ce que j'avais devant moi, c'était une griffe. Et ce qui ressemblait à une plume d'un vert émeraude bordée d'un liseré plus sombre. Mes yeux s'étaient écarquillés et je devais avoir, à ce moment-là, une expression de parfaite ahurie. Cette griffe-là, je savais à quel genre d'animal elle appartenait. J'avais déjà vu exactement la même, il n'y a pas longtemps, dans une des vitrines du pavillon de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle. C'était une griffe de Dromaeosauridae, une famille de dinosaures carnivores disparus depuis plus de 67 millions d'années. Celle des vélociraptors de Jurassic Park, des Deinonychus, ou Taraptors, et de leurs cousins asiatiques, Tsaagan ou Changyuraptor. Seulement, cette griffe-là était loin d'être fossilisée. Et à voir les marques qui assombrissaient sa base, on devinait qu'elle avait été arrachée à la bête encore fraîche, si ce n'était vivante. Oh, vous allez me dire que ça aurait pu être un faux, une copie en plastique, ou... Et j'y ai pensé, je vous jure qu'un instant, j'y ai pensé. Mais je savais déjà, tout au fond de moi, que ce n'était pas le cas. Et quand je l'ai tenu dans ma main, j'en ai éprouvé le tranchant,
aussi effilé qu'une griffe de chat. Si c'était un canular, alors il était vraiment remarquable. Quant à la plume, ce n'en était pas tout à fait une. Plutôt le chaînon manquant entre l'écaille et la plume. Je devinais, en la faisant tourner pour admirer ses reflets, qu'elle appartenait au même animal que la griffe. Un animal qu'à ma connaissance, personne n'avait vu à la surface de ce monde, du moins pas depuis plus de 67 millions d'années. Il a fallu que je m'assoie. Tout ça me donnait le tournis. Je suis sur un gros coup, je suis sur un gros coup. C'étaient les seuls mots qui passaient en boucle dans ma tête alors que mes yeux ne cessaient d'aller et venir entre la plume, la griffe et le fragment de tellurium dont la lueur animait les deux autres et semblait me narguer. Un gros coup, tu parles. Avec un scoop comme ça, si je jouais bien, je deviendrais le journaliste le plus en vue de tout le PAF français, peut-être même du monde entier. Mais il fallait d'abord que j'en apprenne plus. Il fallait que je rencontre celui, je penchais pour un homme au fil de l'écriture, qui m'avait fait parvenir ce paquet. Et pour ça, je reprenais le mot, le relisais une fois de plus en essayant de ne pas trembler. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous au café Le Bougna, rue Mouffetard, mercredi 11 avril à 20 h. Venez seul, asseyez-vous, commandez une boisson, je vous contacterai. Le mercredi 11 avril. C'était 2 jours plus tard. Ce qui signifiait que j'avais un peu plus de 48 heures devant moi. Juste le temps de vérifier 2 ou 3 choses avant de faire une énorme bêtise. J'ai décommandé mon rendez-vous, fourré le fragment de tellurium, la griffe et la plume dans une boîte, et j'ai filé au jardin des plantes. Plus précisément, au pavillon de paléontologie. J'avais quelqu'un dans la place. Éric Ravetot, un ami de fac passionné de paléontologie depuis l'enfance. Poursuivant ses études en droite ligne, là où j'avais bifurqué vers le journalisme, il était devenu responsable du pavillon de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Combien de fois avais-je profité de nos relations pour écrire des articles ou des interviews en exclusivité? Il me reçut avec sa gentillesse habituelle et m'offrit de boire un café dans son bureau. Là, il me demanda ce qui m'amenait en me précisant qu'il était très pris et qu'avec la meilleure volonté du monde, il n'aurait pas plus d'1 quart d'heure à me consacrer. Avec la jubilation d'un gosse sûr de son effet, je sortis de mon sac la boîte contenant les 3 objets, la posai sur son bureau, et alors qu'il m'observait, l'ouvris en prenant tout mon temps pour en extraire le contenu et l'aligner sur le bois du grand meuble. Sa réaction fut conforme à ce que j'attendais. Nom de... Ce fut à peu près tout ce qu'il parvint à dire en se penchant pour observer les 3 objets comme s'il s'agissait de saintes reliques qui risquaient d'exploser ou de se désintégrer sous ses yeux d'une seconde à l'autre. « Tu te fous de moi ?» me demanda-t-il suspicieux. Je lui répondis que j'avais eu la même réaction en ouvrant le colis et que c'était justement pour ça que j'étais là. Après avoir observé, manipulé les 2 objets, il s'empara de la griffe et avec mon accord en coupa un petit morceau qu'il emporta dans son labo. Là, il mit le fragment dans une éprouvette pour ensuite le noyer dans une solution translucide. Il m'expliqua, en observant l'éprouvette avec une certaine fébrilité, que cette solution s'attaquait à la kératine contenue dans les cheveux, les ongles ou les griffes, mais qu'elle n'aurait absolument aucun effet sur du plastique ou une résine synthétique. Alors même qu'il prononçait ces mots, le fragment commença à se dissoudre, plus en plus rapidement, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. « Tu te rends compte de ce que ça signifie ?» fut tout ce qu'il parvint à murmurer avec un mélange d'incrédulité et d'émerveillement. Oui, je me rendais compte. Ça voulait dire que quelqu'un avait trouvé un dromaeosauridé vivant, ce qui ne laissait que 2 possibilités. Soit que cette personne avait découvert un endroit sur Terre où les descendants des dinosaures continuaient à prospérer, soit qu'un laboratoire avait créé un dinosaure par manipulation génétique. Il me demanda comment j'étais entré en possession de ces 3 objets. Je suis bien obligé de lui parler du colis anonyme et de la lettre.
Dire qu'il me harcela pour m'accompagner au rendez-vous serait un bel euphémisme, mais je dus refuser. Celui qui m'avait envoyé le colis m'avait bien spécifié de venir seul. Ferré comme je l'étais maintenant, je ne voulais pas tout foutre en l'air. Eric me fit promettre de revenir le voir, quoi qu'il arrive, pour lui dire ce que j'avais appris. Il me demanda aussi de conserver la griffe et l'écaille pour les étudier, mais je dus là encore refuser. Je ne pouvais pas risquer que quelqu'un me souffle le sou. J'exigeais de lui le silence absolu tant que je n'aurais pas publié mon article. Il fit la grimace, mais telle était son honnêteté et son amitié pour moi qu'il accepta. Le lendemain soir, à 20h, j'entrai au Bougna. C'était une de ces brasseries dont Paris a le secret, tenue par des Parisiens plus auvergnats encore que les Auvergnats eux-mêmes. L'ambiance y était chaleureuse, les banquettes confortables, ça sentait le fromage, la patate et la charcutaille. On devinait dès la porte franchie qu'ici on ne plaisantait pas avec la nourriture. Au bar, sur une perche, pendait un chapelet de saucisses plus tentantes les unes que les autres. D'une cloche à fromage montait un fumet capiteux qui me mettait l'eau à la bouche. Derrière le comptoir officiait une espèce d'ogre débonnaire et moustachu, dont le rire explosait à intervalles réguliers comme un grondement d'orage. Je choisis une table libre, un peu en retrait, d'où je pouvais surveiller les allées et venues de chacun, et je m'assis. Quand une des serveuses, une jolie brunette au sourire tout en fossette, vint me demander ce que je voulais, je lui commandai, sur ses conseils, une bière à la gentiane et à la châtaigne. J'étais curieux. La bière était succulente, mais de visiteurs, point. À la seconde gorgée, ne voyant toujours venir personne, j'allais me résigner pour faire, contre mauvaise fortune bon cœur, à commander une tranche de fromage ou une saucisse sèche, voire les deux, quand une forme furtive se glissa sur la banquette qui me faisait face. Je sursautai. Mon cœur rata un battement ou deux. Je crois même avoir laissé échapper un juron pas très élégant avant que mes yeux ne se posent sur mon visiteur. J'ai bien dit « mon », car malgré le sweat épais, la capuche qui gardait ses traits dans l'ombre, il était évident, ne serait-ce que par la carrure, que mon invité appartenait à la moitié masculine de l'humanité. Il avait beau se tenir voûté, celui qui était venu se glisser à ma table avec une aisance de chat avait des mensurations de colosse. Quand je parvins à nouveau à articuler un son, je lui demandai de but en blanc de me dire qui il était. Il se contenta de répondre d'une voix ample et grave. « Celui qui vous a envoyé la griffe, la plume et le tellurium, monsieur Alérac. » Comme je lui faisais remarquer que cela ne me renseignait pas beaucoup, et que c'était injuste car il connaissait mon nom et, pour ma part, j'ignorais le sien, il répondit, après un instant de silence, « Je me nomme Dracoachtli d'Opanchir. » Il avait prononcé ces syllabes avec une étrange solennité. Je devinais en lui une profonde émotion, comme s'il affirmait son appartenance à... À quoi? Je n'avais pu m'empêcher de demander, à l'écoute de ce nom invraisemblable qui sonnait comme dans un feuilleton de SF ou un roman d'aventure. Dracoachtli? D'où sortez-vous un nom pareil? Mon visiteur, dont je ne devinais que le menton et la bouche, le reste de son visage demeurant dans l'ombre de la capuche, avait répondu « D'un endroit que vous ne pourriez imaginer. J'ai une imagination débordante. » Je crânais, mais en vérité je n'en menais pas large. Ce gosse devait faire pas loin de 2 mètres, était taillé comme un athlète, et puis, je dois bien l'avouer, je brûlais d'en savoir plus. Il me répondit du tac au tac. « Tant mieux, car j'ai une histoire à vous raconter. Vous voulez l'entendre ? » Je ne serai pas là, sinon. J'ajoutai après un instant. Par contre, je ne parle pas à une capuche. Il hésita. Je sentais ses yeux scrutateurs qui me fixaient, m'étudiaient, me jaugeaient. Enfin, lentement, je vis les mains de l'inconnu se lever, saisir les bords de la capuche et la rabattre pour dévoiler un visage étonnant qui acheva de me convaincre que j'avais mis le doigt sur une affaire énorme. Un scoop comme on n'en trouve qu'un dans toute une carrière, dans toute une vie. Le genre à vous rendre riche et célèbre. Vous faire flinguer. C'était bien un adolescent, comme je l'avais pensé en lisant son mot rédigé de cette main appliquée. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je vis ces traits puissants, tout en force virile, cet éclat sauvage, indompté dans son regard,
celui du fauve. Je ne pus m'empêcher de penser à Achille ou à un autre héros antique. Tant celui qui me faisait face paraissait tout droit tombé d'une autre époque, plus héroïque, ou d'un livre d'épopée. Un Achille encore juvénile, mais qui avait déjà, je le devinais, à quelques marques infimes, assez ombre dans ses grands yeux bruns, traversé son lot d'épreuves. Ce regard-là, je l'avais déjà rencontré, lors de certains de mes voyages, en Afrique ou en Asie. C'était celui des vétérans, qui ont, malgré leur jeune âge, fait l'expérience de l'horreur, de la guerre, de la souffrance, de la perte et du sacrifice. Je ne savais pas ce qu'avait vécu ce gosse, ni d'où il venait, mais j'étais sûr d'une chose. L'histoire qu'il se proposait de me raconter serait tout sauf commune. Je la pressentais déjà vaste, poignante et mouvementée. S'il m'avait fallu un autre argument, les étranges tatouages marquant son front et ses joues, qui, loin de gâcher la beauté de ses traits, en soulignaient la farouche noblesse, auraient achevé de me convaincre. Complexes et élégants, ils évoquaient les scarifications des guerriers maoris, mais là s'arrêtait la ressemblance. Si j'avais dû leur donner une origine, je l'aurais plutôt cherché du côté du Mexique et des anciens Mayas. Alors même que je l'observais, mon étonnant visiteur balaya la salle, ceux qui nous entouraient, puis la rue, d'un regard de fauve traqué. Il parut se détendre un peu, se déplaçant sur sa banquette, qu'il s'installa de manière à ce que son visage se trouve dans la pénombre, le plus loin possible de la lumière qui éclairait notre table. Enfin, il me demanda, une étrange expression sur ses traits de statue grecque. « Monsieur Adérac, pourquoi êtes-vous ici ?»« Pour entendre votre histoire, savoir d'où viennent ces 3 objets que vous m'avez confiés, et dans quelles circonstances vous voulez être procuré, savoir qui vous êtes, que... » Il avait levé une main. « Je vous dirai tout, monsieur Adérac, mais avant de commencer, je dois vous avertir. » Il s'était penché en avant, sa grande silhouette voûtée au-dessus de la table me recouvrant de son ombre, ses yeux brillants d'une intensité hypnotique. J'eus presque du mal à tirer les mots de ma gorge. M'avertir de quoi? Il y eut un silence interminable, alors que son regard pesait sur moi, cherchait, questionnait, puis... Une fois que je vous aurai raconté mon histoire, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Qu'ils seront aussi après vous et que vous devrez choisir votre camp. Mon camp dans quoi? Dans la guerre qui se livre en ce moment même pour la survie de ce monde et d'un autre. Une guerre dans laquelle vous aurez votre rôle à jouer, comme moi. Mais de quoi parlait-il? Êtes-vous prêt à cela? En devinant l'intensité de ses émotions sur ce visage marqué par les stigmates d'une culture inconnue, je faillis tout plaquer là et m'en aller. Je hochai la tête et répondis oui, conscient que je venais de passer un pacte, sans savoir exactement lequel et avec qui. Et je ne pouvais tourner le dos et refermer la porte de l'aventure, la grande aventure, que je sentais s'ouvrir avec ce gamin qu'on aurait dit tomber dans notre monde, et le souffle d'ailleurs qui l'accompagnait. Alors je vis un sourire et tirai ses lèvres volontaires. Vous devriez commander à manger, monsieur Alérac. Nous allons en avoir pour un moment. Eh bien, dans ce cas, qu'attendez-vous pour commencer? Comme je lui lançais ces mots en manière de défi, impatient à présent d'aller au bout de cette folie et d'entendre ce qu'il avait à me dire, il me jaugea une ultime fois, comme pour se convaincre qu'il avait fait le bon choix. Puis il commença, d'un filet de voix tout d'abord, mais parfaitement audible. Je n'ai pas toujours porté le nom qui est le mien aujourd'hui, monsieur Alérac. Pas plus que je n'étais la personne que je suis maintenant, il y a encore un an. Si vous m'aviez rencontré, voici quelques mois encore, vous ne m'auriez pas trouvé différent de tous les adolescents que vous croisez dans la rue tous les jours, sans même les regarder. Mais quelque chose, non, quelqu'un est venu bouleverser ma vie. Alors même qu'il prononçait ces mots, je devinais que ce quelqu'un possédait pour lui un visage à nul autre pareil, que ces 2 syllabes recouvraient une émotion puissante, poignante, douloureuse, une plaie à vif. Je commandai un repas, un serpent arverne digne de Pantagruel, riche en fromage, en patates et en charcuterie. Nous avons mangé, mais arrivé au café, il n'avait pas fini. Et moi, emporté par ses paroles, par le récit extraordinaire qu'il me livrait, je l'écoutais. Dehors, de l'autre côté de la vitre, la nuit parisienne, bornée de lumière électrique,
que traverser les ombres joyeuses des étudiantes sorties, ou des couples plus discrets cherchant un resto pour la soirée, m'offraient son spectacle familier, rassurant. Mais je ne le voyais plus. J'étais ailleurs, là où m'emmenaient les paroles de mon extraordinaire visiteur. Un lieu où la nuit n'existe pas, où sous un soleil éternel, les hommes partagent leur vie avec les descendants des grands sauriens qui régnaient sur ce monde voilà des millions d'années. Un lieu où, en ce moment même, se déroule le combat qui décidera du sort de notre planète et de l'humanité. Là où je vais vous amener à mon tour, car j'ai promis de transmettre cette histoire, de faire connaître au monde la vérité. Je sais ce que vous penserez en lisant ces lignes, que tout cela est impossible, que je suis un affabulateur, un menteur de canulars énormes. Et je sais que certains feront tout pour me discréditer, pour me faire taire. Mais je ne céderai pas. Je vous dirai tout, afin qu'à votre tour, vous puissiez témoigner de la vérité, et mener le combat de ce côté-ci, comme je le fais maintenant. Je vous raconterai l'histoire de Dracoachtli d'Opanchir, et de celle qu'il aime, de ses compagnons, et de leurs combats. Je vous raconterai l'histoire de Télucidar, une histoire qui commence ici.